Bonjour. Voilà, bonjour, je suis contente de vous retrouver pour ces cours que l'on appelle ici à la Libre Université des cours didactiques, qui sont en fait des cours que l'on pourrait nommer comment aider, comment mieux aider ou comment faire pour avoir toutes les bases pour mieux aider dans le cadre de la relation d'aide. Mais finalement, ces cours peuvent servir aussi simplement à mieux communiquer avec les autres, à mieux comprendre comment on fonctionne, à mieux comprendre comment fonctionnent les autres, et à se libérer d'un certain nombre de difficultés qu'on rencontre tous dans notre vie et d'où nous avons bien du mal à nous dégager. Je voudrais commencer par remercier tous ceux auprès desquels j'ai appris ce que je vais vous dire maintenant. Et il y en a beaucoup, donc je vais nommer ceux qui me viennent tout de suite parce que j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Je commencerai par Rémi Filiosa, qui est aujourd'hui à la retraite et qui a été vraiment un professeur très précieux. Je pense aussi au docteur Marx, avec lequel j'ai travaillé pendant de nombreuses années, à Claudie Ramon, à Françoise Taquer-Brun et à beaucoup d'autres. C'est grâce à eux que j'ai compris tout doucement ce que c'était que se comprendre, que comprendre les autres et que mieux communiquer avec les autres et comment aider les autres. Et puis bien sûr, par la suite, il y a eu Idriss Lahore avec lequel je travaille aujourd'hui et qui m'a apporté des éléments très précieux qui ne rentrent pas directement dans le cadre de ces cours. Alors, ce qui est très important quand on veut apprendre à mieux communiquer avec les autres, à mieux comprendre les autres dans la vie ou pour aider simplement, eh bien, c'est de se connaître. Il faut apprendre à se connaître. Et il y a de multiples façons de se connaître. La presse People nous donne plein d'éléments à travers de nombreux tests qui sont proposés, sur lesquels les gens se jettent en règle générale, ce qui montre vraiment une soif commune à tous les humains de se connaître mieux. Et on ne sait pas, en fait, comment se connaître. On ne sait pas comment observer, qu'est-ce qu'il faut observer. Et une fois qu'on a observé en nous un certain nombre d'automatismes et de mécanismes, pour autant, nous ne savons pas comment nous en débarrasser. C'est l'impression que ça nous laisse, c'est que nous sommes tout à fait dépendants de ces mécanismes et que bien qu'ils nous fassent énormément souffrir et qu'ils fassent aussi beaucoup souffrir les autres, eh bien nous sommes comme emprisonnés dans cette machine, dans cette mécanique-là et nous ne savons pas en sortir. Alors pourquoi nous ne savons pas en sortir ? Il y a plusieurs niveaux de compréhension et là je m'adresse à vous au niveau psychologique tel que peut par exemple l'aborder l'analyse transactionnelle qui est mon outil de prédilection, mon outil de base. L'idée c'est que nous sommes totalement conditionnés par notre éducation et qu'en arrivant dans une famille donnée, dans un pays donné, dans une religion, une tradition donnée, eh bien, nous allons recevoir un certain nombre de messages de la part de nos parents et de notre environnement qui vont nous permettre de comprendre et de voir le monde d'une certaine manière. Et il est tout à fait impossible que ce soit autrement. En venant au monde, par exemple, aujourd'hui au Wald, dans une famille catholique, en 2009 ou 2010 même maintenant, eh bien, j'ai forcément une certaine vision du monde qui est très rétrécie. Elle est limitée simplement à ce que m'apprend ma famille, elle est limitée au pays dans lequel je suis et à ce que je vais vivre comme expérience pendant ces premières années. Et ensuite, mes parents, qui eux-mêmes sont conditionnés par leurs propres parents et par leur propre famille, vont me donner un certain nombre de messages qui vont être différents en fonction du fait que je suis née le premier, le deuxième ou le troisième. Si par exemple j'arrive dans une famille, le sixième d'une famille, et que ma mère est fatiguée de ses multiples grossesses et que mes parents traversent une période extrêmement difficile, il est évident qu'en venant au monde à ce moment-là, dans cette famille-là, dans la vie de cette famille-là, les messages que je vais recevoir vont être totalement différents de ceux de mon aîné, qui est arrivé le premier, au moment où mes parents s'aimaient, à la folie, et où ils n'avaient que lui à s'occuper, où tout allait bien dans leur existence et dans leur vie. Et donc, je vais recevoir des messages qui vont être d'abord des messages non verbaux.
Par exemple, lorsque je vais avoir faim dans mon petit lit et que je pleure tout petit, comme ça, tout bébé, on va mettre longtemps avant de venir me chercher parce que ma mère est très occupée et que mes frères et sœurs sont très occupés aussi. Et donc, je vais crier pendant longtemps. Et ça va durer pendant quelques semaines. Ça ne sera pas seulement une fois, ça va être 2 fois, ça va être 10 fois, ça va être 30 fois. Et puis au bout d'un moment, je vais comprendre que ça ne sert absolument à rien de crier peut-être. Que de toute façon, quelqu'un viendra uniquement quand il aura le temps. Et c'est pas de moi dont ça dépend. C'est quelque chose qui est complètement indépendant de moi. Je suis dépendant du fait que les autres veuillent ou ne veuillent pas s'occuper de moi. Et peut-être je vais recevoir comme information non verbale, ça ne sert absolument à rien de t'exprimer, ça ne sert absolument à rien de crier. Finalement, pour qu'on accepte que tu existes, le mieux c'est que tu te taises, le mieux c'est que tu attendes et que tu sois même content lorsqu'on s'occupe de toi parce que tu n'es pas très important dans cette famille. Dans d'autres endroits et pour d'autres personnes, eh bien, je vais très rapidement me rendre compte que lorsque je crie fort et que je pique de grosses colères, parce que j'ai la chance d'avoir une grosse voix, je suis un petit garçon plein d'énergie, eh bien, à ce moment-là, ma mère va se précipiter et va me donner à manger. Et je vais en tirer comme conclusion que finalement, quand on crie très fort et qu'on pique de grosses colères, on a plus de chances de voir arriver quelqu'un et d'obtenir l'attention des autres. Et ainsi, je vais recevoir beaucoup de messages non verbaux, comme la façon, par exemple, de me prendre dans mon lit avec douceur et tendresse, ou au contraire, parce que tout le monde est pressé, avec brusquerie, en me secouant, en me brutalisant un peu pour que je mange vite, pour que personne puisse perdre de temps avec moi. Tout ça, ce sont autant de messages qui s'inscrivent en moi, dans mon corps, au niveau émotionnel, et qui vont s'ancrer très fort et qui vont rester tout le temps dans ma vie. Et je vais très rapidement recevoir en gros des messages, il y en a 4 ou 5 qu'on pourrait nommer. Tu as le droit d'exister si tu es très gentil, c'est-à-dire si tu fais plaisir à tout le monde, si tu n'embêtes personne, si tu prends soin plus des autres que de toi-même, là tu as le droit d'exister et là on t'aime. Ou alors je vais recevoir d'autres messages, tu as le droit d'exister, si tu te mets en colère, que tu te révoltes, à ce moment-là tu as le droit d'exister parce que les autres s'intéressent à toi dans ces cas-là. Pour d'autres, tu as le droit d'exister si tu ne dis rien, si tu prends sur toi, que tu ne montres jamais aucune émotion, que tu ne manifestes jamais aucun besoin et que tu te débrouilles tout seul. À ce moment-là, tu as le droit d'exister et nous, on t'aime et on veut bien que tu sois là. Et pour d'autres, tu as le droit d'exister si tu es parfait, si tu fais tout exactement comme on te le dit, si tu es obéissant, si tu ne fais pas d'erreur, si on est fier de toi, si tu es le meilleur aussi parfois, à ce moment-là, on t'aime beaucoup et tu as le droit d'exister. C'est-à-dire que nous recevons des messages qui nous disent que nous avons le droit d'exister à condition que. Et ça nous marque extrêmement fortement, très très fortement. Nous avons des ancrages même dans notre corps, dans nos émotions, dans notre mental, en lien directement avec ces messages qu'on a reçus, qui sont non-verbaux, donc qui ont été donnés par le regard ou par une façon de nous toucher, par une façon de s'adresser à nous, de s'occuper ou de ne pas s'occuper de nous. Et puis ensuite, par des messages verbaux que nous ont donnés nos parents, sois gentil, dis bonjour à la dame, sois propre, toutes ces choses qui ont servi aussi à nous éduquer et dont nous avons bien entendu eu besoin. Alors à 6 ou 7 ans, j'ai une vision du monde très précise. Je sais, j'ai une idée de ma place dans le monde, j'ai une idée de comment le monde peut se comporter avec moi, et puis j'ai tout un tas de croyances qui sont liées directement à ce que je viens d'expliquer juste avant. Des croyances qui sont, par exemple, je suis quelqu'un de
pas important du tout parce que personne ne s'intéresse à moi. Une croyance comme ça va faire que je vais devenir quelqu'un de très timide. Et comme je suis timide lorsque je suis avec les autres, ma tendance, ça va être de ne pas oser prendre la parole, de ne pas oser m'exprimer, de ne pas oser m'affirmer. Ce qui fait que ne m'affirmant pas et ne m'exprimant pas, du coup les autres ne s'adressent pas à moi et ne me regardent même pas, ce qui renforce encore la croyance que j'ai que je ne suis vraiment pas intéressant. Et je deviens de plus en plus timide. Pour d'autres, c'est l'inverse. Ceux qui ont reçu énormément d'attention vont développer d'autres croyances. Au contraire, je suis très important et il est normal que les autres s'intéressent et s'occupent de moi.